2 juillet 1778, mort de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville. Jean-Jacques Rousseau naquit à Genève le 28 juin 1712. Sa mère mourut peu après lui avoir donné le jour et lui-même eut une enfance chétive. Il ne fut sauvé que grâce au dévouement de sa tante Suzon, qui arriva, à force de soins, à lui conserver la vie. Son père, Isaac Rousseau, était horloger, mais son caractère fantasque, aventureux, semble s'accorder assez mal avec cette paisible profession. Il avait commencé par faire une fugue à Constantinople, où il avait passé 6 ans comme horloger du sérail, puis il était revenu tout de même à Genève. Il sembla alors vouloir se consacrer à l'éducation de ses 2 fils. Mais cette éducation fut plutôt fantaisiste. Elle consistait à lire pendant des nuits entières, en compagnie de Jean-Jacques, alors âgé de 6 ans, les livres que la maman avait laissés en mourant dans la bibliothèque. Quels étaient ces livres qui durent avoir sur la jeune imagination de Jean-Jacques une si profonde influence? C'étaient les romans de chevalerie, l'Astrée, les Fadaises de Scudéry, mais aussi Plutarque, Fontenelle et Molière. Voici un beau jour notre horloger littéraire qui se prend de querelle avec un officier et le roue de coups. Craignant la plainte déposée contre lui, il s'enfuit de l'autre côté du lac, dans le canton de Vaud, en oubliant ses 2 enfants et le roman de Scudéry. L'aîné, François, qui avait 17 ans, fut placé chez un horloger qui l'abandonna peu de temps après, et on perd sa trace. Quant à Jean-Jacques, il alla demeurer chez son oncle, Gabriel Bernard, qui, désireux de s'en débarrasser, le mit en pension au village de Rosset, chez un pasteur protestant appelé Lambertier. Ce pasteur était un brave homme, mais un peu rustre, un véritable campagnard, et il faut sans doute chercher dans ce séjour de 2 années que fit Jean-Jacques en pleine campagne ce goût de la solitude et de la nature qu'il conservera durant toute sa vie. À 13 ans, on trouva qu'il était temps pour lui de prendre un métier et on le plaça chez un greffier qui ne voit en lui qu'un âne batté et le renvoie chez ses parents. Ceux-ci le mettent alors en apprentissage chez un graveur du nom de Ducommun, qui reçut du père Isaac la somme de 300 livres, à charge de garder l'enfant pendant 5 ans et de lui apprendre son métier. Ducommun, si nous en croyons Rousseau dans ses mémoires, était un maître brutal, insupportable, dont les mauvais traitements et même les mauvais exemples contribuèrent à faire de l'apprenti un véritable vaurien. Aussi, un beau dimanche du mois de mars 1728, Jean-Jacques en a assez. Il quitte ce mauvais maître et se lance dans l'aventure. Sa course incertaine le conduit chez un curé de village aux environs d'Annecy, et ce pasteur se met aussitôt en devoir de convertir au catholicisme ce petit hérétique qui lui tombait du ciel. Dans ce but, il l'envoie chez une dame notable du pays qui s'occupait de prosélytisme et qui s'appelait Madame de Warrens. Afin de plaire à sa nouvelle protectrice, et aussi pour manger à sa faim, l'enfant consent à toutes les renonciations. « J'étais, dira-t-il, j'étais un vil enfant au sort abandonné, peut-être dans la fange à périr destiné. » C'est donc pour éviter ces désastres qu'il accepte de se faire catholique. Madame de Warrens l'expédie aussitôt à Turin, où il entre à l'hospice des catéchumènes le 12 avril et en sort catholique le 28 août, avec 20 francs dans sa poche. Glissons sur la période qui suivit, durant laquelle il dut se placer comme laquais et se livra, d'après ses propres aveux, à des séries de bassesses et de grappillages dignes d'un misérable valet. Malgré cette déchéance, il réussit à attirer sur lui l'attention d'un parent de ses maîtres qui, ayant remarqué la vivacité de son esprit,
ses vagues connaissances, pensa que de ce domestique si intelligent, on pourrait peut-être faire un secrétaire. Mais Jean-Jacques, en coup de tête, sans même attendre les effets de cette bonne volonté, quitta un jour brusquement ses patrons pour retourner à Annecy chez madame de Warrens. Cette dame, qui était à ce moment fort occupée d'affaires ou de politique secrète, fut peu satisfaite du retour de son protégé et décida qu'elle devait faire de lui un curé de village. Rousseau accepte et part pour le séminaire d'Annecy en qualité de boursier de l'évêché. Il ne resta pas longtemps séminariste, car 2 mois plus tard, ses maîtres le renvoyèrent, ses progrès étant insuffisants. Voilà donc la vie errante qui va recommencer, mais cette fois, le jeune homme a ajouté une corde à son arc. Au séminaire, il a appris la musique et déclare qu'il a trouvé sa voie et serait musicien. Nous le retrouvons donc donnant bravement des leçons de musique qu'il connaît fort peu et parcourant la Suisse, de Lausanne à Vevey, de Vevey à Neufchâtel. Dans cette ville, il fait la connaissance d'un certain Archimandride de Jérusalem qui le prend comme secrétaire parce qu'il dit quelques phrases de latin. Peu de temps après, l'ambassadeur de France démasque le faux Archimandrite qui n'était qu'un escroc et Jean-Jacques retombe dans l'extrême misère. Il est obligé de faire appel à tout ce qu'il connaît. Il écrit à son père, à l'évêque de Genève, à l'ambassadeur, mais tous ces appels étant restés sans résultat, il retourne encore une fois chez madame de Warrens. Cette dame le reçut mieux que lors de ses précédentes visites. Sa situation s'était améliorée. Elle s'était fait d'importantes relations, grâce auxquelles elle réussit à obtenir pour son protégé une place de commis au cadastre. Dans cette relative sécurité d'une situation enfin trouvée, Jean-Jacques Rousseau commença à se former. Il travaille, il étend ses connaissances musicales et arrive même à se faire une certaine réputation comme musicien chez madame de Warrens d'abord et chez les personnages importants de la région où on l'appelle pour donner des concerts. Madame de Warrens elle-même s'étonne de cette transformation. Elle découvre chez ce petit laquais, chez ce raté de séminaire, des qualités d'intelligence, de raisonnement qui la charment. Elle discute avec lui philosophie, et voilà le petit protégé devenu son égal et même son conseiller. En 1737, Jean-Jacques est appelé à Genève où son père doit lui rendre ses comptes de tutelle. Il en revient avec 3 ou 4 000 livres qui achèvent de faire de lui un monsieur. Aussi estime-t-il qu'il doit dorénavant voler de ses propres ailes et sans vouloir profiter plus longtemps de l'hospitalité de sa protectrice, il quitte les Charmettes. Il pense cette fois à faire sa carrière dans le préceptorat et arrive en effet à trouver une situation de ce genre chez un notable personnage, Monsieur de Mably, grand prévôt de Lyon. Mais Rousseau se révéla vite un déplorable précepteur. Il buvait le vin de son maître, se faisait bafouer par ses élèves, et enfin, au bout d'1 an, était obligé de quitter ses fonctions malgré la patience de l'excellent prévôt. D'ailleurs, peu importe, il se croit maintenant appelé à faire fortune comme musicien. N'a-t-il pas inventé un système nouveau d'écriture musicale avec des chiffres qui doit révolutionner toutes les anciennes méthodes? Sans hésiter, il se rend à Paris pour présenter à l'Académie des sciences son projet concernant de nouveaux signes pour la musique. Hélas, ce projet fut repoussé par l'Académie, avec force compliment d'ailleurs. La musique n'ayant pas réussi à Rousseau davantage que le professorat, il songe à devenir secrétaire d'un haut personnage et a la chance d'être accepté à ce titre par monsieur de Montaigu, ambassadeur de France à Venise, qui lui donnait pour sa collaboration 1000 livres par an, plus les voyages.
C'était cette fois une véritable situation, honorifique et suffisamment payée. Mais Rousseau n'arriva encore pas à s'entendre avec son patron. Durant une année, ce ne furent que conflits et récriminations entre eux. Aussi, le voilà encore obligé de quitter cet emploi pour revenir à Paris. Dans ce nouveau séjour, il ne sombre cependant pas dans les erreurs du début. Il comprend qu'il doit essayer de se pousser dans le monde, aussi la fortune semble-t-elle enfin vouloir lui sourire. Il arrive à donner une audition de son opéra, Les Muses galantes, chez le fermier général, la Popelinière. Et cette audition lui procure l'appui du duc de Richelieu. Celui-ci s'adresse à lui pour mettre au point une œuvre de Rousseau et de Voltaire. Aussi, d'autres importants seigneurs l'emploient à faire des comédies de salon ou à corriger leurs propres œuvres. Dans ces besognes plus indépendantes, il semble enfin avoir trouvé sa voie, d'autant que la mort de son père le met encore en possession de quelques billets de 1000. Jean-Jacques ne sut pas encore profiter de la situation qu'il avait commencé à se créer dans la société. Il l'a compromis en partageant l'existence d'une servante de l'auberge dans laquelle il vivait, Thérèse Levasseur. Cette union fâcheuse aurait pu encore être excusable si Rousseau n'avait pas commis la faute qui lui fut, avec raison, si cruellement reprochée, de porter successivement aux enfants trouvés les 5 enfants qu'il eut de son union avec cette servante. Mieux encore, de cet abandon cynique, il prétend faire une véritable profession de foi et braver l'opinion publique. Au commencement de juillet 1749, Rousseau va faire une visite à Diderot, prisonnier à Vincennes. Durant le trajet, il parcourt un numéro du Mercure de France et y trouve l'énoncé d'une question mise au concours par l'Académie de Dijon. Le progrès des sciences et des arts a-t-il contribué à corrompre ou à épurer les mœurs? Ce problème philosophique détermina aussitôt chez lui une sorte d'ivresse. Les idées se pressaient en foule dans son cerveau ébloui, et ce fut dans cet état qu'il se présenta chez Diderot et discuta avec lui la façon dont il voulait le traiter. En réalité, ce n'était pas le progrès des sciences et des arts qui passionnait ainsi Rousseau. C'était le désir de crier publiquement les rancunes et les humiliations dont il avait souffert depuis sa naissance. C'était d'opposer ses misères au luxe insolent des riches et des heureux. En un mot, c'était le grand problème de l'inégalité des hommes qu'il prétendait traiter. Le succès de cette diatribe enflammée fut prodigieux, et du jour au lendemain, à la suite de ce vague concours d'académie provinciale, Rousseau était célèbre. Cette célébrité allait-elle calmer ses rancœurs, l'assagir dans l'accomplissement d'une tâche devenue plus aisée? Non. Il prétend au contraire s'en servir pour braver l'opinion publique, affecte une tenue grossière, proclame qu'il ne veut devoir son existence qu'à un métier manuel et étale ses gros souliers poudreux dans les salons de Fontainebleau, le soir où l'on donnait la première représentation de son opéra, Le Devin du village. Nous parcourrons maintenant, avec rapidité dans la vie de Rousseau, une période de 10 années qui furent les plus heureuses, les plus calmes et aussi les plus fécondes de son existence. Il est connu, admiré. Les seigneurs et les belles dames se disputent l'honneur de le recevoir et de lui créer les loisirs nécessaires à ses travaux. C'est ainsi qu'il s'installe dans la petite propriété de l'Ermitage sous Montmorency, que madame d'Épinay avait mis à sa disposition. Ce fut pendant ce séjour qu'il commença à écrire l'Émile et prépara la nouvelle Héloïse. Ce fut dans sa modeste demeure un défilé de nobles personnages. Monsieur et madame de Luxembourg, la duchesse de Montmorency, la duchesse de Boufflers,
le comte de Valentinois. Mais cette période de tranquillité ne pouvait pas durer. Le 9 juin 1762, l'Émile était condamné par le Parlement de Paris et l'auteur, justement effrayé des conséquences que pouvait avoir pour lui cette condamnation, s'enfuit brusquement. Mais où aller? Genève lui est interdit, Berne également. Partout il est décrété de prise de corps. Il ne lui reste qu'une ressource, accepter l'hospitalité de M. Buis de la Tour, qui vit sur le territoire de Neufchâtel, appartenant à Frédéric II, le roi philosophe. Il passa à Motter-Traverse 3 ans dans un calme relatif, au cours desquels il lança, en réponse au mandement épiscopal interdisant ses œuvres, ses lettres de défense qui comptent parmi ses plus belles pages. Mais soudain circule une libelle écrite contre lui, une courte libelle de 8 pages, mais terrible, car elle stigmatisait sa conduite privée et étalait au grand jour l'abandon de tous ses enfants. Le pamphlet était de Voltaire, qui se vengeait ainsi de son ennemi Rousseau, de son rival en influence. Cette fois encore, ce fut Voltaire qui fut définitivement vainqueur, puisque, aussitôt son pamphlet connu dans le canton de Neufchâtel, la population indignée chassa Rousseau et s'ameuta contre lui. Il dut fuir la nuit, sous les pierres que lui lançait la populace irritée. Partout où il se rend, on le reçoit assez mal. Alors il se décide à partir pour l'Angleterre. Ce séjour fut d'ailleurs déplorable. Rousseau se brouille publiquement avec l'attaché à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, David Hume, son introducteur à Londres, et manifeste dans 100 occasions une véritable folie de la persécution. Au bout d'1 an, durée maximum de ses différents essais, il lui est possible de revenir à Paris où il reprend son métier de copiste de musique, dans ce petit logement de la rue Plâtrière, dont Bernardin de Saint-Pierre a décrit l'air de paix et de simplicité. Ce fut là qu'il écrit ses confessions et ses fameuses rêveries du promeneur solitaire, dans lesquelles il s'éleva au sommet. Le 20 mars 1778, il partit brusquement de Paris, acceptant l'hospitalité qu'un de ses admirateurs, le marquis de Girardin, lui offrait dans son domaine d'Ermenonville. Il mourut 4 mois plus tard, le 2 juillet 1778, d'une façon assez mystérieuse et dans tous les cas imprévue. Les uns parlèrent de suicide, les autres de crime, mais les autopsies ou visites du cadavre faites par la suite démentirent ces bruits. Quoi qu'il en soit, il nous reste son œuvre, puissante, considérable, humaine, et dont il faut convenir qu'elle contribua à augmenter le patrimoine littéraire et philosophique de la France.